Imaginez ceci. Paris ne dort plus, la Seine reflète des néons comme des lames, et dans ce battement pressé de minuit, une silhouette fend l'air avec le calme d'un métronome. Elle s'appelle Clémentine Balquin, et à la Fashion Week de 2024, elle a traversé deux mondes en apnée. L'architecture sensuelle et tendue de Mugler, l'épure nerveuse et presque scientifique de Copernic, comme si la ville lui avait confié une clé invisible. On lui a dit qu'elle était trop douce pour la brutalité des projecteurs, trop entière pour se mouler dans les codes. Elle a répondu par une ligne d'épaule précise, un regard immobile, cette manière de tenir le silence qui fait parler les vêtements plus fort que les slogans. Sur la passerelle, son pas ne cherche pas l'effet, il le crée. Hors champ, elle s'efface pour mieux laisser flotter une énigme, d'où vient cette netteté qui coupe sans blesser. Entre deux changements de look, on croit percevoir le revers d'une histoire, une fidélité à soi presque entêtée, une promesse faite longtemps avant les castings. Et l'on comprend que parfois, ce ne sont pas les podiums qui consacrent une fille, mais son art de s'y tenir comme si elle n'avait jamais eu besoin d'eux. Clémentine n'a pas poursuivi la lumière. La lumière, ce soir-là, a compris qu'elle devait la suivre. Clémentine Balquin n'est pas née dans les ors ni dans l'évidence d'un destin tracé. Elle a grandi dans le nord de la France, là où les hivers semblent plus longs que les promesses et où l'on apprend très tôt à chercher la beauté dans les détails les plus modestes. Sa famille n'appartenait pas au cercle fermé de la mode. Son père travaillait dans un atelier mécanique et sa mère, institutrice passionnée, lui répétait que la rigueur était une forme de poésie. Dans cette maison sans extravagance, les mots avaient plus de valeur que les objets et l'imagination se nourrissait de la lumière qui glissait sur les murs un jour de pluie. Enfant, Clémentine était de nature silencieuse. On la disait rêveuse, parfois trop distante, mais ce retrait était son premier langage. Elle observait le monde comme si chaque geste contenait un secret et ses yeux bleus se posaient sur les silhouettes des passants avec une précision qui étonnait. À l'école, elle n'était pas la plus populaire, ni la plus turbulente, mais on se souvenait d'elle par son port de tête déjà singulier, cette façon de se tenir droite, presque comme une contradiction douce face à l'anonymat du quotidien. C'est au détour d'un album feuilleté par hasard, un vieux magazine de mode retrouvé chez une cousine, qu'elle découvrit pour la première fois le visage de Kate Moss et la radicalité des années 1990. Les pages usées semblaient vibrer d'une énergie étrangère à son environnement, et la petite fille comprit qu'il existait un monde où les corps racontaient autre chose qu'un simple vêtement. Ce fut une révélation discrète, presque clandestine, mais décisive. Elle n'en parla pas à ses parents. Elle préféra garder pour elle ce frisson nouveau, comme une promesse secrète à laquelle elle aurait un jour le droit de répondre. L'adolescence fut une période de contradiction. D'un côté, la pression scolaire et le désir de ses parents de la voir poursuivre des études sérieuses, de l'autre, une fascination grandissante pour l'image, les photographies et l'étrangeté des podiums aperçus sur Internet. Clémentine se mit à collectionner des carnets remplis de croquis et de collages, découpant des silhouettes dans les magazines, recomposant à sa manière des univers entiers. Ses camarades la regardaient avec curiosité, parfois avec moquerie. Car dans cette petite ville industrielle, rêver de mode ressemblait à une excentricité inutile. Mais elle tenait bon, convaincue que cette sensibilité différente finirait par lui ouvrir une porte. Ce qui la distinguait dès ce jeune âge, c'était un sens aigu de l'observation et une patience rare. Alors que beaucoup brûlaient de vitesse et d'impatience, Clémentine savait attendre. Elle passait de longues heures à contempler les reflets sur les vitres des bus, à écouter les conversations sans y participer, à se fabriquer une mémoire secrète des gestes humains. Cette mémoire allait, sans qu'elle le sache, devenir un capital précieux lorsqu'elle apprendrait à incarner des vêtements, à traduire en un pas ou un regard des mondes entiers. Ses parents, bien qu'inquiets, commencèrent à percevoir chez elle une volonté indomptable. Lorsqu'elle annonça qu'elle voulait tenter des castings, ils hésitèrent, craignant les désillusions d'un milieu réputé dur. Mais ils comprirent aussi que refuser reviendrait à briser une partie de son identité. Ils lui transmirent alors ce qu'ils avaient de plus précieux, la discipline, la constance et cette exigence d'honnêteté qui ne quitte une âme même dans les tempêtes. Ainsi s'esquissa le portrait d'une adolescente qui, derrière son apparente fragilité, apprenait déjà à se construire une colonne vertébrale invisible. Ses racines modestes lui donnaient une stabilité. Sa mère lui avait appris le poids des mots justes, son père la dignité des mains qui travaillent. Clémentine portait tout cela en elle, comme un bagage silencieux, un héritage qu'elle allait bientôt confronter à l'univers sans pitié des podiums. Car si son histoire commence dans la grisaille du Nord, elle ne tarderait pas à franchir les frontières
poussée par cette étincelle qui l'habitait depuis l'enfance, la conviction que la beauté est un langage qu'il faut oser parler, même quand personne autour ne comprend encore sa grammaire. La première fois que Clémentine Balcahin mit un pied dans un casting, elle avait 17 ans. Ce n'était ni à Paris ni à Milan, mais dans une salle banale d'hôtel à Lille, organisée par une petite agence locale qui rêvait de découvrir la prochaine étoile. Elle se présenta sans maquillage, les cheveux attachés à la hâte, vêtue d'un jean noir et d'un simple t-shirt. À ses yeux, elle ne correspondait pas à l'idée qu'elle se faisait d'un mannequin. Pourtant, lorsqu'elle franchit la porte, le silence s'imposa, comme si l'espace avait reconnu quelque chose en elle. Un agent, habitué aux dizaines de visages qui défilaient chaque jour, fut frappé par son regard fixe, calme mais brûlant d'une intensité rare. Cette rencontre marqua un tournant. On lui proposa de signer un contrat d'essai, de participer à des shooting tests. Elle hésita d'abord, consciente du regard sceptique de ses camarades et de l'inquiétude persistante de ses parents. Mais elle accepta, guidée par une intuition plus forte que la peur. Les premiers pas furent laborieux. Poser devant un objectif exigeait une discipline nouvelle, savoir contrôler son corps, apprendre la lumière. Clémentine découvrit que la photographie n'était pas une simple capture d'image, mais un dialogue muet, un jeu de force entre le photographe, le vêtement et l'âme qu'on acceptait d'exposer. Son sérieux impressionna. Alors que beaucoup de jeunes recrues tentaient d'imiter des poses apprises dans les magazines, elle se contentait d'écouter, d'observer et de livrer une intensité sincère. Ce fut cette authenticité qui la fit remarquer lors d'un concours organisé à Bruxelles par une agence internationale. Elle n'était pas la plus grande ni la plus extravagante, mais elle imposait une vérité, une densité qui attirait l'œil. On lui proposa alors de monter à Paris, d'y tenter sa chance sur des castings plus prestigieux. Paris fut un choc. La ville qu'elle avait fantasmée à travers les écrans se révéla brutale, rapide, parfois cruelle. Les files interminables devant les bureaux des agences, les regards froids des directeurs de casting, l'attente sous la pluie glaciale, tout cela forma un univers à 1000 lieues de ses repères d'enfance. Plusieurs fois, elle faillit renoncer, rongée par le doute, mais chaque humiliation nourrissait en elle une force nouvelle. Car au fond, Clémentine n'était pas venue pour plaire à tout prix. Elle était venue pour tester si sa différence pouvait trouver une place dans cette mécanique impitoyable. Un jour, alors qu'elle patientait dans un couloir bondé, vêtue de sa veste élimée, elle fut repérée par un styliste de passage. Ce dernier, intrigué par son port de tête et la sobriété de sa silhouette, lui proposa un rendez-vous. Quelques semaines plus tard, elle se retrouva intégrée à un défilé discret mais remarqué lors de la Fashion Week parisienne. Ce fut son premier vrai podium. Les coulisses grouillaient de stress. Les mannequins expérimentés occupaient l'espace avec une aisance intimidante. Clémentine, elle se tenait droite, silencieuse, concentrée comme si elle jouait sa vie en une seule marche. Lorsque vint son tour, elle traversa la scène avec une gravité qui surprit même le créateur. Dans ce pas mesuré, il y avait l'écho de son enfance, la rigueur apprise et une intensité qui dépassait la simple exécution d'un rôle. À partir de là, les portes commencèrent à s'entr'ouvrir. Les magazines indépendants, sensibles à son allure singulière, la sollicitèrent pour des séries photos. Les agences internationales, d'abord prudentes, commencèrent à l'ajouter à leur book. Elle comprit vite que la mode n'était pas seulement une succession d'images glamour, mais aussi un champ de bataille où chaque visage devait conquérir son espace. Dans les rues de Paris, elle se sentait encore étrangère, mais sur les podiums, elle découvrait un territoire qu'elle pouvait habiter sans concession. Les sacrifices pourtant étaient nombreux. Les allers-retours incessants, les nuits passées dans des chambres d'hôtel anonymes, les contrats précaires payés au compte-gouttes. Clémentine connut la fatigue, l'incertitude, parfois même la faim, lorsque les avances tardaient à tomber. Mais dans ce chaos, elle se forgeait une résistance. Elle se promit de ne jamais perdre la raison d'être qui l'avait conduite là, incarner avec vérité, et non se dissoudre dans la mascarade. Ce chemin vers la reconnaissance fut long, mais chaque étape l'armait davantage. Ses origines modestes, loin de la handicaper, devinrent une force. Elle n'avait pas peur du labeur, ni du silence, ni des regards indifférents. Elle savait d'où elle venait, et elle savait surtout ce qu'elle refusait de devenir, un produit interchangeable. Ainsi se dessinèrent les premières lignes de sa carrière. Clémentine, l'adolescente rêveuse de Lille, devenait petit à petit Clémentine Balcahin, un nom que certains commençaient à chuchoter dans les coulisses. Elle n'était pas encore une étoile, mais déjà une présence. Et cette présence allait bientôt trouver sa consécration sur les podiums les plus convoités, là où chaque pas devient une déclaration. L'apogée de Clémentine Balcahin arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Comme si toutes ces années de patience et de ténacité avaient soudain trouvé leur récompense dans un éclair.
Paris Fashion Week 2024 marqua ce moment de bascule. On l'appela pour défiler à la fois pour Mugler et pour Coperni, deux maisons dont les univers semblaient presque opposés, mais qui, réunis en une même saison, révélèrent toute l'amplitude de son talent. Chez Mugler, l'atmosphère était électrique. Le décor métallique, les faisceaux de lumière découpant la salle comme des éclairs, tout invitait à la théâtralité. Les mannequins défilaient avec une intensité qui se voulait féroce, presque guerrière. Et puis vint Clémentine. Elle n'avait pas besoin de forcer l'attitude. Son regard fixe, sa démarche précise, sa silhouette qui semblait découper l'air suffisaient à imposer une autorité tranquille. Dans cette architecture sculpturale imaginée par Kézy Kadoualeder, elle incarnait une sensualité froide, une beauté presque minérale. Le public la remarqua immédiatement. Plusieurs journalistes notèrent sa présence comme l'évidence silencieuse du show. Quelques jours plus tard, elle fut de nouveau sous les projecteurs, cette fois pour Coperni. Là, l'ambiance était radicalement différente. Minimalisme, lignes pures, un futurisme discret mais incisif. Clémentine, vêtue d'une robe qui jouait sur la transparence et la lumière, avançait comme si elle glissait dans un laboratoire de verre. Son pas était calme, ses gestes mesurés, et pourtant tout en elle capturait l'attention. Ce contraste entre Mugler et Coperni devint un symbole. Elle pouvait être à la fois arme et murmure, intensité brute et délicatesse raffinée. Ce double triomphe fit parler d'elle. Les magazines relayèrent son visage, les photographes la réclamèrent et les réseaux sociaux commencèrent à l'ériger en nouvelle muse française. On l'invitait à peser pour des éditoriaux dans des revues prestigieuses où son aura discrète apportait une profondeur rare. Elle n'était pas la mannequin tapageuse qui court après la visibilité. Au contraire, elle imposait sa marque par la densité de sa présence, par ce silence qui intriguait et que les créateurs adoraient. Dans ces mois d'apogée, Clémentine découvrit aussi l'ivresse de la reconnaissance. Être habillée par les plus grands ateliers, voyager de Paris à Milan, de Londres à New York, sentir l'attention du public se tourner vers elle, tout cela avait un parfum de victoire. Pourtant, elle garda la lucidité de ses origines. Chaque succès n'était qu'une étape fragile, chaque podium pouvait être le dernier. C'est cette conscience qui lui donna une gravité particulière, une intensité qui dépassait l'instant et donnait à son image une valeur intemporelle. Le sommet atteint par Clémentine Balquin aurait pu l'installer confortablement dans une trajectoire lisse, celle des mannequins qui se laissent porter par les agences et acceptent sans discuter les règles établies. Mais ce n'était pas son tempérament. Très vite, elle comprit que derrière l'éclat des podiums, la mode demeurait une mécanique impitoyable où les corps étaient souvent réduits à des chiffres, des mesures, des silhouettes interchangeables. Clémentine, elle, refusa d'être un simple numéro. Dans les coulisses, on se souvient de cette scène où un styliste lui demanda de perdre encore 2 kilos pour correspondre à l'image idéale d'une collection. Elle se contenta de le regarder, droit dans les yeux, et répondit d'une voix calme qu'elle n'était pas venue pour se dissoudre dans la faim. Sa phrase fit scandale en interne, mais elle devint un murmure admiratif parmi ses collègues. Peu de jeunes filles osaient parler ainsi, et encore moins en pleine ascension. Son refus de se plier totalement aux normes ne signifiait pas un rejet du métier, mais plutôt une volonté d'y inscrire une vérité personnelle. Elle accepta certains contrats, mais en refusa d'autres, même prestigieux, lorsqu'ils contredisaient ses principes. Elle insista pour que son image ne soit pas retouchée à outrance dans certaines campagnes, exigeant que ses traits, ses ombres, ses fragilités demeurent visibles. Les directeurs artistiques furent d'abord surpris, parfois irrités. Mais plusieurs d'entre eux reconnurent que cette authenticité donnait à leur création une force inattendue. Clémentine se démarqua aussi par son rapport aux réseaux sociaux. Là où beaucoup de mannequins multipliaient les autoportraits calibrés, elle choisit une présence parcimonieuse, presque minimaliste. Chaque image publiée était réfléchie, accompagnée d'un texte sobre, souvent poétique. Ce choix dérouta les marques qui misaient sur la visibilité virale, mais séduisit un public lassé des excès numériques. Sa discrétion devint une arme, un espace de rareté qui accentuait son mystère. Ses prises de position ne tardèrent pas à susciter des tensions. Certaines agences voyaient en elle une personnalité trop indépendante, difficile à contrôler. Mais d'autres créateurs, au contraire, trouvèrent dans cette intransigeance une source d'inspiration. Ils savaient qu'en choisissant Clémentine, ils n'avaient pas seulement un corps à habiller, mais une présence qui défendait une idée. Ce fut ainsi qu'elle fut conviée à collaborer avec de jeunes designers engagés, sensibles à l'éthique et à la durabilité, qui cherchaient à rompre avec le système dominant. Pour le public, elle devint peu à peu l'image d'une mannequin qui ne craignait pas de déranger.
On louait son élégance, mais on respectait surtout son intégrité. Dans une industrie souvent accusée d'écraser ses propres icônes, Clémentine incarnait la résistance tranquille, celle qui ne crie pas, mais qui oblige à écouter. Ce positionnement, loin de la marginaliser, l'éleva au rang d'exception. Ainsi, au lieu de s'abandonner aux normes qu'il aurait avalées, Clémentine choisit d'ouvrir des brèches. Elle démontra que l'on pouvait marcher pour Mugler et Copernic, fréquenter les pages des magazines prestigieux, tout en affirmant une singularité qui échappe au calcul. Et si cela fit d'elle une figure parfois controversée, cela la consacra surtout comme une voix nécessaire, une silhouette qui refusait de s'incliner devant l'éphémère. Le destin de Clémentine Balquin, jusque-là marqué par la rigueur et la rébellion tranquille, finit par rencontrer la brutalité implacable de l'industrie. Après ses triomphes et ses prises de position, les tensions s'accumulèrent. Certaines agences, fatiguées de ses refus et de sa liberté de ton, cessèrent peu à peu de la proposer. Les créateurs qui l'avaient soutenue durent céder à des pressions commerciales. D'autres, séduits par de nouveaux visages plus dociles, l'écartèrent sans explication. Dans un milieu où la mémoire est courte et la jeunesse constamment remplacée, Clémentine découvrit que l'on peut passer du statut de révélation à celui d'oublié en l'espace d'une saison. Son effacement fut d'autant plus douloureux qu'il ne fut pas spectaculaire. Il n'y eut pas de scandale public ni de chute dramatique, seulement une succession de silences, d'appels qui ne venaient plus, de défilés auxquels elle n'était plus conviée. Les invitations se raréfièrent, les contrats devinrent sporadiques, et cette intensité qu'elle avait su imposer sembla se dissoudre dans la masse des nouveaux arrivants. Clémentine, qui avait bâti sa carrière sur le refus d'être interchangeable, expérimentait l'amère ironie de devenir invisible. Cette disparition progressive pesa lourdement sur son équilibre intérieur. Habituée à la rigueur, elle supportait la difficulté matérielle. Mais l'absence de reconnaissance, l'indifférence des regards furent une épreuve plus cruelle. Elle erra entre Paris et Lille, tentant de redonner sens à cette trajectoire interrompue. Ses proches lui rappelaient la dignité de ses choix, mais le doute s'insinuait. Avait-elle eu raison de résister aux normes si c'était pour être effacée si vite ? Pourtant, dans ce silence forcé, une autre Clémentine apparut. Elle se retira des podiums, mais continua d'écrire, de photographier, de réfléchir à ce que la mode représentait vraiment. Elle comprit que la disparition n'était peut-être pas une fin, mais une mue. La jeune femme qui avait illuminé Mugler des Copernic n'était plus sous les projecteurs, mais elle avait transformé son absence en espace de liberté. Ainsi s'éteignit, dans l'ombre, la trajectoire fulgurante d'un visage que Paris avait pourtant acclamé. Clémentine Balquin ne fit pas de bruit en quittant la scène. Elle choisit le retrait comme on choisit une fidélité à soi-même plutôt que le vacarme des illusions. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque Clémentine Balquin, ce n'est pas son nombre de couvertures de magazines ni la durée de sa carrière qui marque les esprits, mais l'intensité singulière qu'elle a laissée en quelques saisons. Son héritage réside dans cette manière de marcher comme on écrit un poème, sans artifice, avec une fidélité intransigeante à soi-même. Elle a montré qu'il était possible de refuser certains diktats sans cesser d'exister sur la scène, d'imposer un silence dans un monde saturé de bruit. Pour les jeunes mannequins, son parcours est devenu un avertissement, autant qu'une inspiration. Avertissement parce qu'il rappelle la fragilité d'une gloire éphémère, la vitesse avec laquelle la mode consume ses icônes. Inspiration parce qu'il prouve qu'une carrière peut aussi être un acte de résistance, qu'une silhouette peut porter autre chose qu'un vêtement, une conviction, une dignité. Clémentine n'a peut-être pas bâti un empire, mais elle a laissé une trace subtile et profonde, celle d'une femme qui a choisi l'intégrité plutôt que la docilité. Et dans l'histoire secrète des podiums, là où les noms s'effacent aussi vite qu'ils apparaissent, son nom continue de circuler comme un murmure, celui d'une présence qui, l'espace d'un instant, a obligé la lumière à changer de direction.